En 1926, Robert Goddard, plus tard surnommé le père des roquettes modernes, réussit à lancer la première fusée à combustible liquide. Il est convaincu qu'un tel engin pourra permettre à l'homme d'aller dans l'espace. Tout au long des années 30, Goddard, travaillant seul, poursuit ses expériences au Nouveau-Mexique et construit des fusées de plus en plus grandes et de plus en plus performantes. C'est un véritable visionnaire dans le domaine de l'astronautique. Et pourtant, la fusée que réalisent les scientifiques de l'Allemagne nazie à la même époque est bien supérieure au modèle de Goddard, mais elle n'est pas destinée à l'exploration spatiale. C'est le V2, l'arme de représailles d'Hitler, celle qui doit lui faire gagner la guerre. « 3000 V2 seront lancés, dont la moitié contre l'Angleterre. Le rêve d'aller un jour dans l'espace a viré au cauchemar. » Ignition sequence start. Reporting from London, another German V2 missile has struck the city. We choose to go to the moon and The Eagle has landed. Dans leur enfance, les pionniers de l'astronautique ont tous lu les romans d'anticipation de Jules Verne et rêvé d'explorer le cosmos. Et tous dessinent des engins conçus pour quitter l'atmosphère terrestre. C'est un rêve vieux comme le monde, mais à l'aube du XXe siècle, certains chercheurs commencent à faire reculer la fiction. Les jeunes garçons à l'esprit curieux sont devenus des hommes de science. En Russie, un professeur de physique développe des théories qui seront reprises par d'autres et deviendront réalité. Il s'appelle Konstantin Tsiolkovsky et est le premier à comprendre que seule une fusée peut permettre à l'homme de s'arracher à l'attraction terrestre et voyager dans l'espace. En 1903, il publie un article intitulé « Exploration de l'espace au moyen de fusées » dans lequel il préconise l'emploi d'un combustible liquide. À l'époque, personne n'a encore jamais ni construit ni testé une fusée à combustible liquide. Dans les années 1920, scientifiques, inventeurs et autres casse-cou n'expérimentent qu'avec de la poudre, comme pour cette voiture équipée de fusées dans le cadre d'une démonstration publicitaire. Elle frôle les 180 km/h, laissant spectateurs et caméramans sans voix. Depuis des siècles, les fusées sont propulsées au moyen de combustibles solides, essentiellement de la poudre noire ou de la poudre à canon. Mais leur combustion est imparfaite, comme on le voit ici, au ralenti. La poussée obtenue par rapport à la quantité de poudre utilisée est minime et ne permet pas d'arracher une fusée à l'attraction terrestre. La solution va venir du combustible liquide. En Allemagne paraît en 1923 un livre intitulé « La fusée vers les espaces planétaires ». Son auteur est un autre pionnier de l'astronautique, Hermann Oberth. Il est né en Roumanie, mais a conduit la plupart de ses travaux en Allemagne. Par un raisonnement mathématique, il y démontre qu'une fusée peut produire assez d'énergie pour aller dans l'espace. Tout comme Tsiolkovsky, Oberth a très vite compris le potentiel du combustible liquide. En 1919, un an avant la sortie de son livre, il a été frappé par la lecture d'un essai de Robert Goddard et lui a écrit pour lui proposer de mener leurs expériences en commun. Mais Goddard a poliment refusé. Goddard a effectué ses premiers travaux sur les fusées tout en enseignant la physique à l'université de Clark, à Worcester, dans le Massachusetts. En 1926, il poursuit ses expériences à la ferme de sa tante Effie Ward, près d'Auburn. La campagne paisible lui procure l'isolement et l'espace dont il a besoin pour tester sa première fusée à combustible liquide. Le 16 mars, l'engin de Goddard s'élève à plus de 12 mètres. Malheureusement, la caméra est à court de pellicule et ce vol historique ne sera pas filmé. Le moteur est alimenté par un mélange d'essence et d'oxygène liquide
que Goddard a racheté à des soudeurs de la région. Et la chambre de combustion est en duralumine, le métal le plus résistant qu'il ait trouvé. L'alliage doit en effet pouvoir supporter des températures très élevées. En juillet, la Smithsonian Institution accorde à Goddard une subvention de 6 500 $ pour ses recherches sur les vols en haute atmosphère. Il utilise alors une éolienne haute de 18 mètres comme tour de lancement. Pour atteindre des altitudes extrêmes, il lui faudrait une fusée plus grosse. Mais le nouveau modèle ne s'avère pas satisfaisant. Les grosses fusées nécessitent davantage de carburant, ce qui implique un poids et des températures plus élevées, donc plus de risque de défaillance. Les températures extrêmes désintègrent les parois de la chambre de combustion. Il lui faut donc mettre au point une méthode pour les refroidir. À mesure que ces essais se poursuivent à la ferme de sa tante Effie, les bruyantes explosions et les fumées épaisses commencent à inquiéter les voisins. Et Goddard veut éviter toute publicité. Il a déjà été raillé par la presse pour ses théories sur les voyages interplanétaires et beaucoup l'ont surnommé Dr Lune. En 1928, son assistant, Henry Sachs, et toute son équipe l'aident à construire une nouvelle fusée plus petite qu'il baptise Upskirt. Comme sur le premier modèle, la chambre de combustion, la tuyère et les réservoirs d'essence se trouvent au sommet, tandis que les réservoirs d'oxygène liquide sont placés à la base. Au cours de cet essai réalisé en octobre, la fusée accroche la tour au décollage. Les travaux sur ce modèle se poursuivent durant tout l'hiver, avec des résultats très inégaux. Chaque fois qu'un lancement échoue, Goddard analyse ses erreurs et apporte à ses engins les améliorations nécessaires. Mais les habitants d'Auburn perdent patience. Ils sont fatigués du bruit et des feux de broussailles provoqués par les essais. Les pompiers eux-mêmes demandent à Goddard de mettre un terme à ses travaux. De plus, l'engouement pour les fusées attire très souvent les médias et des spectateurs de plus en plus nombreux. Une telle publicité est insupportable pour un solitaire comme Goddard, et il se met en quête d'un autre site. En Allemagne, Hermann Oberth se voit en 1929 confier la construction d'une fusée pour le film de Fritz Lang, La femme sur la Lune. Il veut profiter de l'occasion pour fabriquer non pas un simple accessoire, mais une véritable fusée. Pourtant, celle-ci ne volera jamais en raison de problèmes techniques. Oberth n'en est pas moins reconnu alors comme l'un des meilleurs spécialistes en aéronautique. Et l'intérêt pour son livre a conduit de jeunes Allemands à créer le Club de la fusée, qui encourage les recherches dans ce domaine. En 1929, il en devient le président. L'un des membres, Rudolf Nebel, a participé à la construction de l'engin destiné au film de Fritz Lang. Il s'intéresse moins à l'étude théorique des fusées qu'aux voyages dans l'espace eux-mêmes, et aime beaucoup se mettre en avant. En tant que secrétaire du club, il a déniché pour les activités de la société un nouveau local au loyer peu élevé, situé à la sortie de Berlin dans un ancien dépôt de munitions. L'établissement est baptisé Raketenflugplatz, autrement dit centre de lancement de fusées. Un an plus tard, en 1930, Oberth construit et lance avec succès une fusée à combustible liquide. Son club de la fusée, qui regroupait au départ moins de 10 personnes, compte désormais plus de 800 membres, dont un jeune et brillant étudiant, Werner von Braun. En moins de 2 ans, ce dernier va prendre le destin du club en main. Werner von Braun, né en 1912, est issu d'une longue lignée d'aristocrates. Comme les autres pionniers de l'aéronautique, il a été dès l'enfance fasciné par les romans de Jules Verne. À l'âge de 15 ans, il rédige pour l'école cet exposé sur l'astronomie et le système solaire. Un peu plus tard, il équipe un wagon de fusées volantes, les allume et regarde l'engin entrer en trombe dans sa ville natale, laissant derrière lui une traînée d'étincelles et de fumée. Le wagon finit par exploser, ce qui vaut à von Braun une sévère punition. Mais loin d'être découragé, il commence à étudier les théories de l'astronautique.
C'est grâce à lui qu'on enverra plus tard un homme sur la Lune. Mais bien avant cela, il dirigera le programme de fusée de l'Allemagne nazie et servira de funeste dessein. En 1930, l'astronautique est une science encore embryonnaire. Le grand public n'y voit qu'une lubie pour des gens en mal d'aventure. Une démonstration comme celle-ci permet simplement de conclure que les fusées sont brûlantes et imprévisibles. On teste la propulsion par fusée à poudre sur des voitures, des planeurs, des bateaux et tous les véhicules possibles et imaginables. Max Vallier, membre du club de la fusée, décide par exemple d'équiper une voiture de course avec une fusée à combustible liquide. La combustion obtenue est bien plus efficace qu'avec du combustible solide, mais les fusées n'en sont pas pour autant plus fiables. Le moteur explose et Vallier est tué, ce qui porte un sérieux coup à la crédibilité du club. Outre qu'ils chagrinent tous ceux qui prennent l'exploration spatiale au sérieux, de tels accidents ne peuvent que renforcer le scepticisme du public envers la science des fusées en même temps. Les passionnés, comme Rudolf Nebel, doivent se faire plus discrets. La fragile République de Weimar traverse une grave crise économique et le club de la fusée a du mal à trouver des subventions. À 18 ans, von Braun entame ses études universitaires à l'Institut de technologie de Berlin. Mais l'impatience le ronge. L'exploration du cosmos est devenue chez lui une obsession. En 1930, Robert Goddard et sa femme Esther ont une nouvelle maison. Goddard a reçu de Harry Guggenheim, grâce à l'entremise de Charles Lindbergh, une généreuse subvention de $50 000, de quoi financer ses recherches pour au moins 2 ans et s'installer sur un nouveau site à Roswell, au Nouveau-Mexique. Au Mescalero Ranch, à environ 5 km de la ville, il fait construire un atelier près de sa maison de pierre ainsi qu'une tour pour les essais statiques de ses nouvelles fusées. Et à un peu plus de 15 km, à Eden Valley, il choisit un immense champ pour y installer sa tour de lancement. Le Nouveau-Mexique est l'endroit idéal. C'est un pays plat, au climat sec et ensoleillé. Le vent n'y souffle jamais très fort, et surtout le site est relativement isolé. Goddard a enfin trouvé le lieu qu'il lui fallait pour travailler dans le secret. La tour est identique à celle qu'il utilisait à la ferme de sa tante dans le Massachusetts. Ici, elle va lui servir à lancer ses dernières créations. Lors du premier essai statique, des instruments reliés à la fusée permettent de mesurer la poussée développée. Elle est d'environ 135 kg, un résultat qui encourage Goddard à tenter un premier vol. Eden Valley est une vaste prairie. Goddard a choisi cet endroit dégagé afin que les fusées puissent retomber au sol en toute sécurité. La fusée fait 3,30 m de haut et pèse 15 kg à vide. C'est la plus grande qu'il ait jamais construite jusqu'alors. Tandis qu'on la remplit de carburant, un câble électrique est déroulé jusqu'à un poste d'observation 300 mètres plus loin. L'équipe a conçu un nouveau réservoir qui permet d'envoyer l'essence et l'oxygène liquide par pression gazeuse dans la chambre de combustion, ce qui accélère leur admission. Une fois les derniers réglages effectués, Goddard et ses assistants se précipitent dans la voiture qui les attend pour les conduire à l'abri, à quelques centaines de mètres. De là, ils vont pouvoir suivre le lancement à l'aide de télescopes. En haut d'une échelle, un technicien contrôle l'alimentation en combustible. Et tandis que Goddard observe à la jumelle, on procède à l'allumage. La fusée s'élève à une altitude de 600 mètres et atteint une vitesse de 800 km/h. Goddard et son équipe exultent. En ce mois de décembre 1930, la nouvelle année s'annonce très prometteuse.
Mais au cours des 2 années qui suivent, Goddard se heurte à 2 problèmes. Le manque de précision de la trajectoire et la défaillance du moteur causée par les températures extrêmes. Il faudra encore du temps avant qu'il ne puisse réaliser les vols en haute atmosphère que ses sponsors attendent. La conquête de l'espace est encore loin d'être une réalité. D'autant qu'en juin 1932, la crise économique contraint Harry Guggenheim à interrompre le financement des travaux de Goddard. Celui-ci et sa famille ne peuvent donc que retourner dans le Massachusetts. Tandis qu'il traverse les États-Unis d'ouest en est, il constate les dégâts causés par la crise de 1929. Des milliers d'Américains sont sans travail et le long des grands axes routiers, des bidonvilles ont poussé comme des champignons. Les fermiers qui ont perdu leurs terres sont devenus travailleurs saisonniers. Contraints d'aller cueillir des fruits en Californie pour une misère, ils sont de plus en plus nombreux sur les routes. Le pays traverse une période difficile. Mais si la situation est mauvaise aux États-Unis, elle est pire en Europe. La crise a entraîné une grave récession. En Allemagne, le gouvernement doit faire face à une inflation galopante et ne parvient pas à calmer la colère du peuple qui n'a plus de quoi se nourrir. Un homme prétend avoir la solution à tous ces problèmes. Adolf Hitler, qui rejette la responsabilité de la récession allemande sur le reste de l'Europe, les communistes et les juifs, qu'il s'est juré d'anéantir. Le règne de la terreur n'est pas loin. Le parti nazi prend de l'ampleur et séduit une Allemagne qui n'a pas digéré le diktat de Versailles. Dans l'armée, nombreux sont ceux qui attendent une revanche. Le capitaine Walter Dornberger, vétéran de la Première Guerre mondiale, travaille dans la section balistique de l'armée allemande. Il est chargé d'étudier les possibilités offertes par les fusées dans le développement des armes à longue portée. Longtemps abandonnés, les projets de fusées militaires suscitent de nouveau l'intérêt de l'armée. Rêvant de conquête, les nazis veulent réarmer l'Allemagne. Mais le traité de Versailles l'interdit. Par contre, aucune clause ne mentionne les fusées. En 1932, Walter Dornberger est contacté par un certain Rudolf Nebel. Comme le reste de l'Allemagne, le club de la fusée connaît des temps difficiles. Les subventions sont épuisées, le nombre d'adhérents a chuté et Rudolf Nebel se tourne vers l'armée allemande dans l'espoir de trouver un nouveau sponsor pour les activités du groupe. La Luftwaffe manifeste un certain intérêt, mais réclame une démonstration. Nebel, von Braun et le reste de l'équipe mettent donc au point une nouvelle fusée. Mais l'armée n'est pas enthousiaste. En revanche, Dornberger a été impressionné par von Braun, la star montante de la science des fusées. Il voit en lui un atout pour l'armée. Lorsqu'il est invité à collaborer au programme de recherche expérimentale de la Luftwaffe sur les fusées, von Braun accepte sans hésiter. Il pense que les voyages interplanétaires seront bientôt une réalité. Cinq mois après la signature du contrat de von Braun avec l'armée, Hitler prend le pouvoir. L'Allemagne commence sa marche vers la Deuxième Guerre mondiale. Pour nombre d'Allemands, le parti nazi incarne un renouveau. Pour d'autres, il représente l'anéantissement de la conscience. En 1934, Robert Goddard revient à Roswell grâce à une nouvelle subvention d'Harry Guggenheim. Cet argent lui permet de réaménager la tour de lancement
et de rouvrir son atelier pour commencer les travaux sur sa dernière fusée. Tandis que l'équipe se prépare à battre ses records d'altitude, Goddard met au point son nouveau système de guidage gyroscopique. Ici, il montre l'effet d'un gyroscope en tenant une roue de bicyclette en rotation. Lorsqu'il penche ses mains dans une direction, la force de la roue en mouvement fait tourner son siège pivotant dans le même sens. Le stabilisateur gyroscopique est conçu pour être fixé à l'intérieur de la fusée et guidera celle-ci en activant des volets déflecteurs. Situés à la sortie des tuyères, ils sont commandés par de l'azote sous pression. Dès que la fusée dévie de sa trajectoire, le gyroscope les actionne et remet l'engin dans sa ligne de vol jusqu'à épuisement du carburant. Goddard a conçu ce nouveau système de stabilisation pour ses modèles de la série A. Début 1935, les fusées sont prêtes pour les essais en vol. Celles-ci ne mesurent que 4,50 m de hauteur et pèsent 35 kg à vide. Pour atteindre des altitudes extrêmes, il faudrait une fusée bien plus grosse et bien plus puissante que celle que construit Goddard. Mais ce stade de développement ne verra le jour que grâce à des progrès lents et méthodiques. Et pour l'équipe de Goddard, chaque essai est un pas petit mais crucial vers cet objectif. Le 8 mars, Goddard assiste à un vol impressionnant. L'engin n'est pas équipé de stabilisateur gyroscopique car ce dernier est en réparation à la suite de dommages causés par un lancement raté. La fusée ne suit donc pas une trajectoire stable, mais montre une puissance incroyable. Elle atteint une vitesse supérieure à 1130 km/h, frôlant le mur du son. Elle atterrit à 3 km de la tour, où l'équipe récupère les débris. Ce vol est un encouragement pour Goddard, et d'autres succès vont suivre. Le 31 mai, un autre lancement donne des résultats tout aussi prometteurs. Équipé d'un stabilisateur gyroscopique, l'engin atteint une altitude record de 2250 mètres et la stabilité du vol est excellente. Les volets déflecteurs ont bien corrigé la trajectoire de la fusée. L'équipe de Goddard a le vent en poupe. Ces progrès dans les recherches sont bien accueillis par les sponsors, mais ceux-ci sont impatients d'en voir le résultat. En septembre 1935, Goddard invite Charles Lindbergh et Harry Guggenheim au Mescalero Ranch. Il a préparé 2 fusées pour la démonstration, mais aucune des 2 ne fonctionne. Les 2 hommes quittent Roswell très déçus, mais cependant décidés à continuer à financer les recherches. Ils ont parfaitement conscience des difficultés que peut rencontrer un scientifique avant d'arriver à des résultats positifs. Il y a toujours des problèmes à résoudre, des échecs et des erreurs à surmonter. Mais Lindbergh se désole de voir que Goddard persiste à travailler dans le plus grand secret. Il pense que cela ralentit ses progrès. En 1936, d'autres spécialistes américains proposent à Goddard de mettre en commun leurs connaissances et de mener ensemble les recherches. Mais ce dernier a trop souffert par le passé de voir ses idées ridiculisées et persiste à travailler seul avec sa propre équipe. Goddard en est alors à la série L, dont les fusées sont de plus grande taille et pèsent en moyenne 90 kg à vide. Mais ces poids plus élevés entraînent d'autres problèmes, et les altitudes atteintes sont médiocres. Au cours des 2 années suivantes, ces recherches visent donc à augmenter la puissance des fusées tout en réduisant leur poids. Il commence aussi à envoyer des comptes rendus de ses recherches à la Smithsonian Institution. Mais il s'aperçoit que le courrier qu'il reçoit en retour a été ouvert avant de lui parvenir. Bien qu'il n'ait pas de preuves, il soupçonne des scientifiques étrangers. Kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in diesem Muschel. En 1936, l'Allemagne est totalement sous l'emprise d'Hitler. On élève les enfants dans le culte de la patrie et ils vouent allégeance au Führer. L'armée aussi lui a juré obéissance
et Hitler commence à renforcer l'équipement militaire. Il fait construire des avions, des chars et des armes. Malgré les restrictions imposées par le traité de Versailles, l'Europe ne réagit pas. Et tandis que la puissance de l'Allemagne s'accroît, Hitler prépare minutieusement sa conquête de l'Europe. Le centre des recherches sur les fusées se situe alors à Kummensdorf, au sud de Berlin. Mais en 4 ans, le programme que dirigent Werner von Braun et le colonel Dornberger a pris de l'ampleur et il leur faut une installation plus vaste. Ils trouvent rapidement un site idéal, Peenemünde, un village de pêcheurs sur une petite île de la Baltique où le grand-père de von Braun chassait le canard. En moins de 3 ans, ce site va devenir un vaste centre de recherche où près de 4000 ingénieurs et scientifiques travailleront pour l'armée allemande. L'endroit est idéal parce qu'il est isolé et on peut y lancer des fusées au-dessus de la mer sans risque pour les habitations ou les hommes. À Kummensdorf, l'équipe de von Braun a déjà construit la fusée A2 qui atteignait des altitudes semblables à celles atteintes par les engins de Goddard aux États-Unis. Mais sur ce nouveau site, von Braun a mission de construire une superfusée haute d'environ 13 mètres. L'objectif des militaires est précis. Ils volent un missile à longue portée capable de transporter une tonne d'explosifs avec une portée de plus de 300 km. Et sa vitesse en fin de combustion devra atteindre 5000 km/h. En avril 1937, von Braun est nommé directeur technique. Il entame sans tarder les travaux sur un modèle de fusée qu'on appelle alors les A4. La tâche est immense. Une fusée de cette taille nécessite un moteur énorme doté d'une chambre de combustion très performante. Et faire de l'engin une arme ajoute à la complexité du mécanisme. Pour obtenir une précision optimum, un système de guidage gyroscopique est prévu dans la coiffe. Juste en dessous se situe le réservoir d'oxygène liquide. Contrairement aux fusées de Goddard, le moteur de l'A4 sera alimenté non avec de l'essence, mais avec de l'éthanol, un alcool obtenu notamment à partir de pommes de terre, particulièrement abondante en Allemagne. Enfin, à la base, se trouve la turbopompe, un appareil crucial qui devra générer une puissance motrice suffisante pour propulser l'engin. La mise au point de la fusée A4 va demander beaucoup de temps. La turbopompe a pour fonction d'amener un flux régulier de gaz propulseur dans la chambre de combustion pour développer une poussée supérieure à 22 000 kg. La précision de la trajectoire est assurée par un système semblable à celui de Goddard. Des volets déflecteurs sont installés à la sortie des tuyères. Sur les modèles ultérieurs, le moteur pourra être coupé en vol par signal radio. Cinq ans plus tard, von Braun verra son rêve se réaliser. Sa fusée, l'A4, s'avérera capable de quitter l'atmosphère terrestre. Mais avant, sous un autre nom, elle aura tué plus de 2000 personnes. En 1937, la petite équipe de Roswell travaille toujours sur la série L. Espérant atteindre des altitudes plus élevées, Goddard a commencé à construire des fusées plus grosses. Mais les résultats ne sont pas satisfaisants. Il utilise maintenant de l'azote sous pression pour envoyer le carburant dans la chambre de combustion. Mais le réservoir d'azote alourdit trop la fusée. La chambre de combustion se désintègre et les engins dépassent à peine la tour de lancement. Cependant, en remplaçant l'azote par de l'azote liquide, il parvient à installer un réservoir plus petit et donc plus léger. Il réduit aussi le diamètre de la fusée. Et le 26 mars 1937,
celle-ci atteint une altitude de 2700 mètres, son meilleur résultat jusqu'alors. 2 mois plus tard, il équipe sa fusée d'empennage à volet mobile, un système qui améliore considérablement la stabilisation en vol. D'autres expériences portent sur la mise au point d'une coiffe avec un parachute incorporé à déclenchement automatique. Faire décoller une fusée n'est pas simple, mais la récupérer pour d'autres lancements l'est encore moins. Ici, l'ouverture du parachute s'est déclenchée exactement au bon moment, au point le plus haut de la trajectoire. Goddard réussit aussi à récupérer la fusée qui n'a pas subi trop de dégâts. À la fin de l'année 1938, Goddard se consacre à la mise au point de pompes d'alimentation en carburant. Il estime que celles-ci sont indispensables pour atteindre des altitudes élevées. L'alimentation par pression gazeuse est abandonnée. Les réservoirs sont trop lourds, en particulier pour les nouvelles fusées de la série P. Celles-ci ont une hauteur moyenne de 7 mètres, un diamètre de 45 cm et pèsent jusqu'à 110 kg. En 1939, Goddard commence à tester ses nouvelles turbopompes. Il équipe aussi ses engins de nouveaux moteurs. Dans la coiffe, à côté du parachute, il installe un barographe, un appareil enregistreur qui permet de mesurer l'altitude de la fusée en vol avec une meilleure précision que depuis le sol à l'aide d'un télescope. La trajectoire reste contrôlée par des stabilisateurs gyroscopiques. Ici, un assistant montre l'action d'un nouvel empennage à volet mobile à la base de la fusée et celle des déflecteurs de flux placés à la sortie des tuyères d'éjection. La turbopompe comprend une chaudière qui vaporise d'infimes quantités d'oxygène liquide. Le gaz produit entraînant une petite turbine. Celle-ci actionne à son tour des pompes d'alimentation qui amènent le combustible liquide dans la chambre de combustion. C'est le même principe que celui mis au point par Wernher von Braun dès 1937 pour ses énormes fusées A4. Lors du premier vol de la série P, les réservoirs de combustible éclatent et prennent feu. Des premiers résultats décevants. Goddard poursuit cependant ses travaux. Mais il est bien loin encore des vols dans l'espace. En 1939, à Peenemünde, l'équipe de von Braun lance la fusée A5, une version intermédiaire conçue pour tester le système de guidage destiné à l'A4. Elle atteint 12 000 mètres, une altitude plus de 4 fois supérieure au record de Goddard. Le système de guidage a parfaitement fonctionné. La production de fusées A4 a déjà débuté, et cette même année, Hitler déclenche les hostilités. En septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. Des centaines d'avions sont envoyés sur Varsovie, tandis que les troupes allemandes pénètrent au cœur du territoire polonais. L'armée polonaise n'est pas de taille à faire face à la machine de guerre d'Hitler. Varsovie capitule au bout de quelques semaines. La Pologne cesse d'exister et le Führer savoure sa première victoire. Quelques mois plus tard, ses troupes déferlent sur la Hollande, la Belgique et la France. C'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. À Peenemünde, les travaux sur la fusée A4 s'accélèrent. Von Braun a recruté les meilleurs spécialistes d'Allemagne. Au cours des 2 premières années du conflit, il dirige et supervise jour et nuit les recherches sur la fusée la plus perfectionnée au monde. Comparés à ses 14 mètres de haut et à ses 12 tonnes, les modèles conçus par Goddard font figure de jouets. Et elle va bientôt faire la preuve de son redoutable potentiel.
moment des essais, elle est rebaptisée V2, V comme vengeance. C'est le premier missile balistique opérationnel du monde. Robert Goddard lance sa dernière fusée le 8 mai 1941. Elle atteint 75 mètres d'altitude avant de s'écraser au sol. Peu après le début de la guerre, une commission de défense nationale a été instituée aux États-Unis pour faire le point sur les nouvelles inventions à usage militaire. Goddard se propose de faire profiter le pays de ses connaissances. Mais la commission, accordant peu de crédit à un homme qui travaille seul, ne fait pas cas de ses travaux. Durant l'été 1941, pourtant, la marine américaine s'intéresse à ses recherches et lui demande de construire une fusée d'appoint baptisée Jetto. Il ne s'agit pas d'une arme, mais d'un propulseur auxiliaire pour faciliter le décollage des avions lourdement chargés. En juillet 1942, les États-Unis entrent dans la Deuxième Guerre mondiale et Goddard est envoyé à la station expérimentale des constructions navales à Annapolis, dans le Maryland. Il doit y poursuivre ses travaux sur les fusées Jetto. Mais à son arrivée, il trouve une autre équipe de spécialistes qui travaillent déjà sur leur propre modèle. Les jeunes scientifiques sont impatients de confronter leurs idées avec celles du père des roquettes modernes. Mais Goddard reste le grand solitaire qu'il a toujours été. Il garde le fruit de ses recherches pour lui, et les équipes travaillent côte à côte, poursuivant un même objectif, mais sans presque jamais collaborer. Pour la première fois, Goddard doit prendre en compte la sécurité d'un pilote dans la conception d'une fusée. Les premières fusées Jetto, surnommées bouteilles, sont destinées à faciliter le décollage d'un hydravion PBY Catalina en surcharge. Le premier essai a lieu en septembre 1942. Il n'est guère concluant. La chaleur produite à l'intérieur de la fusée perce un réservoir d'oxygène liquide. Les flammes se propagent à l'arrière et la queue du PBY prend feu. Le dispositif d'arrêt d'urgence du moteur n'a pas fonctionné. Personne n'est blessé, mais Goddard se rend compte que la moindre défaillance peut avoir des conséquences désastreuses. De l'autre côté de l'Atlantique, à Peenemünde, les premières fusées V2 viennent de sortir des usines et sont prêtes pour les essais, lesquels ne soulèvent guère d'enthousiasme. Pourtant, des ratés comme celui-ci laissent entrevoir le terrifiant pouvoir de destruction que ces engins perfectionnés ne tarderont pas à représenter. Après quelques échecs, dus notamment à la défaillance du système de guidage, l'essai du 3 octobre 1942 s'avère un succès complet. Le V2 atteint une portée d'environ 190 km et une altitude de 80 km. L'espace semble soudain à portée de main, mais ce n'est pas, hélas, l'objectif immédiat. Jusqu'alors, Hitler n'avait montré qu'un intérêt minime pour le V2. Il le considérait comme une grande réussite scientifique, mais à ses yeux, une fusée de haute atmosphère n'était d'aucune utilité sur le plan militaire. Après le brillant essai de Peenemünde, il ne tarde pas à changer d'avis et déclare que le V2 sera sa nouvelle arme de représailles contre les Alliés. Les dirigeants du parti nazi débordent soudain d'intérêt pour le programme dirigé par von Braun. Himmler visite Peenemünde en 1943. Il inspecte les installations ultra secrètes et assiste à une démonstration. La fusée est plus grande qu'il ne l'imaginait.
Le projet de Peenemünde était resté secret depuis 1937. Les chefs nazis en découvrent l'existence. Ces illustres visiteurs rentrent à Berlin très impressionnés par la fusée de von Braun. Mais Himmler s'interroge sur la fermeté des convictions nazies du jeune scientifique. Il estime qu'il passe plus de temps à rêver de voyage dans l'espace qu'à mettre au point l'arme allemande. En moins d'un an, les SS prennent le contrôle des opérations. En février 1944, Himmler convoque von Braun au quartier général de la Gestapo et tente de le persuader de quitter l'armée et de travailler pour les SS. Von Braun refuse. Il est alors jeté en prison et accusé de trahison. Dornberger doit intervenir auprès de Hitler en personne pour lui faire comprendre que sans l'aide de von Braun, il n'y aura pas de V2. Le jeune scientifique est libéré, mais a retenu la leçon. Il est là pour fabriquer une arme de destruction massive et rien d'autre. À Annapolis, les essais des fusées Jet-O sur le PBY ont repris. Goddard a vérifié plusieurs fois son dispositif de sécurité sur chaque engin. Il a temporairement laissé ses rêves de voyage dans l'espace à Roswell. Pour le moment, Goddard est heureux de servir son pays en construisant des fusées pour la marine. Il ignore qu'à Peenemünde, des scientifiques ont déjà franchi les limites de l'atmosphère. À l'allumage, les fusées Jet-O soulèvent facilement l'hydravion, réduisant de 2/3 le temps de décollage habituel. Les fusées d'appoint fonctionnent si bien que la marine continuera à les utiliser bien après la guerre. Goddard préconise depuis longtemps l'usage des fusées à des fins militaires, mais cette idée ne trouve pour l'heure que peu d'écho. Le gouvernement s'intéresse bien davantage à la construction d'une arme top secret, non loin de Roswell. À Los Alamos, au Nouveau-Mexique, Robert Oppenheimer et son équipe de scientifiques mettent au point un nouveau type de bombe. Une bombe dotée d'un tel pouvoir de destruction qu'à côté le V2 semblera insignifiant. En juin 1944, la plus grande flotte jamais rassemblée se prépare à libérer la France du joug nazi. Tandis que les navires de guerre pilonnent les côtes normandes, les troupes débarquent et prennent d'assaut les défenses allemandes. C'est le début de l'opération Overlord. Les pertes sont lourdes, mais le débarquement du 6 juin 1944 annonce déjà la fin de l'Allemagne nazie. En septembre de la même année, Hitler lance son arme de représailles contre l'Angleterre et d'autres cibles alliées. Le V2 peut être transporté et lancé à partir d'une base mobile routière ou ferroviaire, ce qui lui permet d'échapper plus facilement aux bombardements alliés. La logistique comprend en tout 30 véhicules, dont le camion de transport, la plateforme de lancement, les camions-citernes et les tables de commande. Une fois le V2 installé sur un site, il faut entre 4 et 6 heures pour préparer le lancement. Les premiers missiles sont tirés au rythme de 2 par jour. Chacun porte une ogive contenant 1 tonne d'explosifs. Plus de 5000 missiles seront fabriqués avant la fin de la guerre, mais tous n'atteindront pas leur cible. Le V2 est une arme complexe et les risques de défaillance sont nombreux. Le système de guidage est souvent défectueux et il arrive que la fusée explose à mi-course. Mais la plupart du temps, tout fonctionne parfaitement.
À peine 5 minutes après son décollage, le V2 fonce vers sa cible à une vitesse de 5600 km/h. C'est une arme imparable. Environ 3000 V2 seront lancés sur des cibles alliées, dont plus de la moitié frappent le sud de l'Angleterre, faisant plus de 2500 victimes et causant de graves dégâts matériels. Sur le continent européen, Anvers est la plus touchée. Mais les V2 arrivent trop tard pour changer le cours de la guerre. Les Alliés ripostent en organisant de nombreux raids aériens sur l'Allemagne, et au printemps 1945, ce qui reste de l'Allemagne nazie s'effondre. Au moment où les Allemands commencent à se rendre, Wernher von Braun et ses collaborateurs se trouvent dans une situation délicate. Leurs connaissances sur les fusées font d'eux un atout précieux pour les États victorieux. Mais le bruit court que les SS vont les exécuter pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Alliés. Ayant mis ses documents en sûreté, von Braun négocie secrètement avec les Américains pour échapper aux Russes. Les services secrets américains ont déjà lancé Overcast, une opération précisément destinée à mettre la main sur le groupe d'experts en fusées. Les Russes sont aussi à leur recherche, mais se font coiffer au poteau. Quelques V2 sont également récupérés et ramenés aux États-Unis en compagnie de plus d'une centaine de scientifiques allemands. Von Braun est l'un d'entre eux. Il a signé un contrat avec les Américains pour diriger un programme sur la mise au point de fusées de haute atmosphère et de missiles guidés. En 1946, il travaille de nouveau sur le V2 à White Sands, dans le désert du Nouveau-Mexique, à 150 km à peine du site de Goddard, près de Roswell. Von Braun ne rencontrera jamais Goddard. Le pionnier américain des fusées est mort 1 an plus tôt. Mais le rêve continue. Les essais de V2 à White Sands préparent la future conquête de l'espace par les Américains. Après avoir pris connaissance des recherches de Goddard, von Braun exprimera sa stupéfaction devant la somme de travail accompli par ce scientifique solitaire. C'était là le plus bel hommage qu'il pouvait rendre au père des roquettes modernes.